Hello tout le monde. Aujourd'hui, nouvel épisode de Dealer de Wheels. Je suis avec Julien. J'ai le plaisir de me trouver chez lui. Je te remercie déjà. Bonjour Julien. Salut Martin. Je suis très content d'enregistrer cet épisode avec toi. On se connaît encore une fois grâce à Cargo Cult. Comme toujours. Monsieur Thibaut et Jean sont très présents sur la scène lyonnaise. Donc voilà, on n'a pas réellement fait connaissance. Donc on a toujours gravité autour des mêmes univers, mais on n'a jamais vraiment discuté. Donc ça va être la première. Donc c'est pas plus mal. J'aime bien ce côté-là où on va apprendre à se connaître par le podcast. Aujourd'hui, tu as une activité qui tourne autour de la moto. Tu connais le concept du podcast parce que tu en as écouté quelques-uns, donc ça me fait plaisir. La première partie va être un petit peu plus sur toi, ta personne, la moto, comment c'est arrivé dans ta vie, quel parcours tu as eu avec la moto. Et une seconde partie un petit peu plus sur ton côté professionnel, parce que tu as une profession qui tourne autour de l'univers de la moto. Et du coup, tu vas nous expliquer. Et il y a une troisième partie, malgré tout, qui nous réunit aujourd'hui. C'est un événement moto où tu travailles pour cet événement moto et on va pouvoir en parler. Tu vas pouvoir un peu nous expliquer ce que c'est. Et puis on espère que ça va pouvoir attirer aussi un peu de monde. J'espère, je compte dessus. Pour commencer, comme d'habitude, je vais te laisser te présenter, Julien. Voilà, donc merci de me recevoir dans ce podcast, déjà pour commencer. Moi, je suis Julien de Mogé-Bost, j'ai 31 ans, j'habite à Lyon. Je baigne dans l'univers de la moto depuis que je suis tout petit et j'en suis pas encore sorti, comme tu l'as dit, puisqu'aujourd'hui, mon métier est principalement axé autour de la moto. Donc, je suis consultant marketing indépendant en communication et marketing, voilà. Mon métier, c'est d'aider les entreprises à concevoir et mettre en œuvre des stratégies de communication et de marketing efficaces en utilisant les bons outils. Donc, ça passe par de l'image de marque, de la direction artistique, du social media, de la création de contenu, de la photo, des relations publiques. Tout un ensemble de choses que moi j'active, principalement pour les marques et les entreprises du secteur de la moto. Et donc, parallèlement à ça, je suis aussi le co-organisateur du Green Rally, qui est un événement trail qui aura lieu les 27-29 octobre au château de Lastours, donc dans le sud de la France, près de Narbonne, et dont on aura l'occasion de reparler un peu plus tard dans ce podcast, mais qui est un chouette événement. Ma première question, tout de suite, qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que tu es rentré, tu as fait des études dans ce métier avec l'idée tout de suite de travailler autour de la moto ou ça s'est fait après ? Non, j'ai eu un parcours scolaire un peu heurté, on va dire. Mon idée de base, c'était de devenir ingénieur automobile. Donc, à partir de la seconde, je me suis engagé dans des formations autour du monde de l'automobile. Seconde, première. Très vite, j'ai compris que mon niveau en maths ne me permettrait pas d'atteindre le projet de vie que j'avais, en tout cas. Donc, je suis reparti sur des trucs plutôt orientés autour de la communication et du marketing. Et c'est ensuite... au détour d'un changement de job. Je bossais en start-up à l'époque, une start-up dans le monde de l'appli mobile, donc vraiment très digital. J'avais envie d'en sortir. J'avais repéré une petite société qui à l'époque s'appelait Bac Motocyclette, qui était à Tassin, 5 km de chez moi. Donc je me suis dit go, on va aller voir ce qu'ils font, s'ils ont des besoins. Il se trouve qu'ils avaient des besoins et c'est comme ça que l'aventure a commencé avec Bac, donc en 2015, si je ne me trompe pas. En tant que freelance pour eux et ensuite pendant plusieurs années. Alors avant de continuer sur 2015, on va remonter un petit peu le temps et comprendre comment la moto est entrée dans la vie de Julien. La moto est entrée dans la vie de Julien par son papa, donc Bernard, qui a toujours été motard. On lui passe le bonjour. On lui passe le bonjour avec plaisir. Il a toujours été motard et mes premiers souvenirs de moto, c'était donc sur ses genoux, lui au guidon d'un Suzuki 250 RH, qui est un petit trail 2,5 temps, pas hyper répandu en Europe, mais vachement rigolo. Et donc, il nous faisait faire des tours de jardin, sans casque, forcément, hein, c'est les années 90, bien sûr. Sécurité avant tout. La sécurité avant tout. Donc voilà, il nous faisait faire des tours de jardin et c'était juste un régal, quoi, de pouvoir avoir ça. J'avais 4-5 ans, je pense. Mes frères et sœurs, ils sont passés par là, donc c'était vraiment notre premier contact avec les univers moto.
Donc voilà, les taches de graisse sur le pantalon, l'odeur de l'essence parce que forcément c'est un deux temps, les petites sessions de mécanique où nous on le regardait galérer sur sur réglage de son carbu, enfin voilà, que des pépites. Ouais, donc la fibre familiale, t'as lancé dedans dès le plus jeune âge. Exactement, ouais, c'est grâce à mon père, en tout cas pour cette partie moto. Lui, il était motard depuis très longtemps. Il partageait ça avec ma mère aussi, ce qui est une vraie chance pour le coup. Et ils m'ont raconté des road trips qu'ils ont fait ensemble, pareil à l'arrache complet, dans les années 70-80, tous les deux sur un 500 SR à faire la France en long, en large et en travers, avec ce qui était l'équivalent des top caisses de l'époque, donc un sac de tendeur et on serre bien fort pour pas que ça parte sur la nationale. Et roule. Donc, ouais, ils avaient en tout cas tous les deux ce truc en eux. Pas passionné de moto, mais c'était déjà un outil du quotidien. Parce que pour aller au boulot, moi je suis né en banlieue de Lyon. Mon père bossait, pareil, un peu plus proche de Lyon pour aller au boulot le matin. Plutôt que de mettre 45 minutes, on en met 15 et on est en moto. Et on a un peu froid quand on arrive, mais on est heureux. Donc il y avait cet aspect utilitaire. Et puis le côté plaisir, parce qu'après, il a eu des motos qui étaient un peu singulière, on va dire. Donc moi, j'ai eu, enfin, je l'ai vu sur ce 2,5 RH qui était un peu original. Ensuite, je me souviens qu'il a eu un Ducati 900 Mostro à carbu, l'opposé exact, guidon bracelet, gros échappement, qui te mettait une tête comme ça dès qu'il démarrait. Enfin voilà, pas spécialement en lien avec sa pratique de la moto, mais ça faisait plaisir. Moi, ça me régalait à chaque fois qu'il venait me chercher chez les copains. Voilà, le fait de mettre le casque, de pouvoir rouler derrière, c'était top. Et la dernière moto qu'il a eue, pareil, un truc complètement barré. Je sais pas si tu connais l'Aprilia Stark. J'ai déjà vu, parce que j'ai déjà vu ce que Stark. Voilà, ça a dû te faire un tout petit peu mal à la rétine. Ouais, mais j'arriverai pas à la revoir là, mais il faudra que je regarde sur mon téléphone. Mais... Des coloris abjects, donc grise et orange, un design complètement barré pour l'époque. Donc c'est le début des années 2000, je crois. Et donc un 6,5 mono à moteur Rotax complètement anémique, mais avec un look, on n'en voyait jamais nulle part. Et ça a été sa dernière moto qu'il a roulé pendant des années. Donc beaucoup plus cool par rapport au Mostro. Et voilà, il l'a revendu, je devais avoir une quinzaine, un peu plus de 15 ans. Et ensuite, il a plus jamais reroulé en moto, à part quand moi je faisais des surprises et que je venais avec la bonne ville et une autre bécane dans le camion. Je lui disais, bah voilà, cet après-midi, on va se faire un petit tour. Donc c'est bien, ça lui remet sa petite piqûre de rappel tous les 3-4 ans. Ce qui est pas idéal parce que du coup, il roule pas pendant des années. Ouais, il reroule derrière, il roule pas pendant des années. Mais voilà, on sent que ça l'excite toujours un peu et voilà, okay. Tu connais la sensation de liberté que ça procure. Toi, du coup, tu t'as senti tout de suite que tu mordais à la moto. Ça a été comment? Ça a été quelque chose qui était un peu famille, qui a suivi ta vie et puis voilà, mais où vraiment tu t'es mordu tout de suite? Non, première seconde, j'étais mordu. Mes parents nous emmenaient beaucoup, mon frère et ma sœur. Et moi, dans un petit centre qui s'appelait Activer, qui était à Saint-Laurent-de-Chamousset dans le 42. Et donc c'était un grand domaine où ils faisaient principalement du franchissement 4K, des choses comme ça, un peu costaud. Et ils avaient une petite piste avec des pneus, un petit parcours tracé de 3 tables pour les mini. Donc Piwi 50, des petits quads Suzuki, des trucs comme ça. Et ils nous emmenaient 1 ou 2 fois par an aller rouler ces trucs-là. On était que tous les 3 sur la piste. Genre génial, à se tirer la bourre avec mon frère et ma sœur sur des petites motos. Ça, c'était vraiment les premiers contacts. Les premières sensations de ce que c'est qu'un moteur, l'accélération, la glisse, les chutes. Et donc les premières, moi j'ai beaucoup chuté en vélo. Je continue aujourd'hui. Mais les premières chutes en moto, ouais, ça remonte à cette époque-là. Donc on avait même pas une dizaine d'années. Il nous a mis à ça. Et quelques années plus tard, donc on avait complètement arrêté de rouler en mini parce qu'on était un petit peu, c'était un petit peu dépassé. Moi j'avais 11-12 ans je crois. Mon père est retourné chez Activer parce qu'il faisait aussi là-bas des sessions de trial d'enseignement, c'était une école. Et ils avaient un lot de vieilles 125 TY complètement tapées que j'avais vu 2-3 fois comme ça traîner dans le fond d'une remise. Tu te dis, ça serait cool pour les prochaines, tu vois, parce que la mini là, bon voilà, c'est sympa, mais on passerait bien à autre chose. Et mon père nous a fait la surprise de revenir avec un camion chargé de, je sais pas, 5-6 TY comme ça. Pas une qui marche, hein, je te rassure. Mais il nous a dit, bah voilà, on peut se mettre à la moto trial si on veut.
sur des 125. Par contre, il n'y en a pas une qui marche, donc si on se met à la moto, on va apprendre la mécanique d'abord. Et à partir de là, c'était des grandes sessions, des dimanches complets avec 5 moteurs ouverts, regarder lesquelles pièces sont les moins abîmées, quel moteur on va refaire, qu'est-ce qu'on va faire sur cette moto. Je crois qu'au bout de quelques années, on a réussi à en sauver 2. Ce qui est pas mal sur 5, mais il faut aller voir l'état des motos. Et voilà, ma première découverte du gros cube, de la 125, mais de la vraie moto, en tout cas, c'était ça. Comme beaucoup de gens, je pense, j'ai écouté ton dernier podcast avec l'organisateur de Rando de l'Union. Ouais, Steph, qui a commencé un peu sur le même parcours. Alors lui, il allait plus loin dans le trial. Mais effectivement, je pense que la 125 TY, c'était une moto facile. C'était hyper bas. Enfin, moi, qui suis pas très grand, je touchais les 2 pieds à plat. On avait des selles creusées. Une de celles qu'on avait refait, on l'avait montée vraiment avec une coque. Pas de selle du tout. Stade mousse à peu près pour amortir les chocs. Donc, autant te dire que voilà, il y aurait rien, ça serait pareil. Et donc, on a commencé à bosser sur ces motos-là. Moi, j'ai découvert vraiment le pilotage avec ça. Avec ses plaisirs et ses déconvenus. Parce qu'en ayant réussi à en remonter 2, mon père me disait, bon, bah voilà, on va pouvoir les rouler tous les 2. Puis vous les ferez passer en Suisse, ta soeur qui montera dessus, etc. Donc les premiers démarrages, la gestion de l'embrayage, tout ça. Puis sur des motos physiques quand même, parce qu'on est sur des motos, je sais pas de quelles années c'était, mais 70, 80. Donc l'embrayage, c'est une salle de muscu. Pour passer une vitesse, pour monter un rapport, il fallait crocheter avec le talon. Donc quand t'as 11 ans, t'as pas la force physique d'un mec qui fait du trial depuis quelques années. Donc ça, c'était un peu sport. Et puis, mais par contre, les premières sensations de, c'est bon, j'ai passé la première, je roule, ça y est, quoi. J'ai beau être dans mon jardin, c'est trop bien. Et puis, tu vois arriver la haie, et puis tu te dis, bah, maintenant, il faut que j'apprenne à tourner sur une moto aussi grande, avec des roues comme ça, etc. Donc, tu n'y arrives pas, donc tu tombes, la moto se met à gueuler dans tous les sens. Donc, du plaisir, de l'appréhension, mais vraiment l'envie de continuer. Et donc, on se faisait des petites balades comme ça, on partait. La carte postale que tu nous délivres, en tous les cas, j'imagine que pour des enfants, elle est cool. C'est bricoler des motos, ouais, voilà, avec papa, rouler, tu vois, sans problème de sécurité, c'est dans le jardin, c'était dans le jardin pendant une certaine époque, et puis après c'est les motos qui permettaient de rouler un peu plus. Donc bon, pas de plaque, mais on était à ce moment-là dans le Beaujolais, donc beaucoup de dénivelé, plein de passages. Avant, pour des 125 TY, c'était parfait. À 4 km à la ronde autour de la maison, on avait tous les spots du monde. Donc on commençait à partir en balade comme ça, essayer de franchir des petites marches, de monter un peu plus vite, voilà, ça c'était vraiment très cool. Et c'était pour moi l'apprentissage. Donc j'avais 11-12 ans, encore jamais conduit de voiture. Je faisais énormément de vélo à ce moment-là. Donc alors le vélo, ça avait commencé même plus tôt. Mais il y a eu tout ce passage entre on avait quelques sessions en Piwi et les TY. Mon frère, ma soeur, les potes, on était beaucoup dans la culture Bicross, donc les BMX de race de cette époque-là. Toute la culture US qui allait avec, les fringues de ouf, les styles comme pas possible. Et on s'inspirait beaucoup de ça. On passait les soirées complètes à lire des magazines. Mais on pouvait pas encore rouler en cross. On était trop jeunes, on n'avait pas de moto, on n'avait pas de terrain, on n'avait pas de moyens. Donc, bicross, quoi. Et sur des petits terrains, soit qu'on fabrique nous, soit qu'on trouve parce que d'autres mecs les ont fait, soit sur les terrains de dirt, des choses comme ça. Donc, je pense que ça a donné aussi à ma pratique de la moto un peu plus de polyvalence. Ça m'a permis de savoir comment gérer de la glisse, comment gérer de l'accélération, être un peu physique aussi, parce que le BMX de race, ça demande beaucoup de l'explosivité, de choses comme ça. Quand après tu roules en trial, que tu veux monter une table, tu te rends compte que c'est cool d'avoir des bras et d'être un peu explosif. C'est sûr. Donc c'est le vélo à ce moment-là aussi. Et le vélo, ça a continué pendant très longtemps, jusqu'à, je sais pas, ma vingtaine, où pour le coup, j'ai roulé en compète, en cross-country. J'ai fait beaucoup de vélo de DH, ce genre de choses-là. Donc il y avait le 2 roues dans ma vie, mais aussi beaucoup sur la partie vélo, et ce qui m'a aussi beaucoup décomplexé par rapport aux chutes, à la vitesse, au fait de prendre beaucoup de chocs. Puis ça, si t'as fait de la compétition, c'est aussi le vélo en plus, donc que aller rouler avec les copains. Enfin, moi, le vélo, pareil, tu vois, le 2 roues et le vélo ont fait partie de ma jeunesse, mais moi, c'était
Se retrouver avec les copains au stade de foot. Nous, c'était pas de la compétition à très haut niveau, mais c'était. Mais malgré tout, ça donne le challenge en plus. Et déjà à l'époque, je pense que j'avais le goût du risque parce que même en 125 TY, après, on avait eu d'autres bécanes un peu plus énervées, on va dire. Mais il y avait déjà ce côté, on essaie de passer un peu plus vite ici, de se challenger tout le temps. Et c'est vraiment un truc que j'avais en moi, de vouloir essayer de passer plus vite. Donc forcément la compète. Et puis les entraînements tous les week-ends. Enfin, beaucoup de vélo à cette époque-là. On faisait peut-être 3000 bornes de VTT dans l'année, quoi. On n'était pas très bon. Enfin, moi, je n'étais pas excellent. Mais on se marrait, quoi. Okay. On se marrait carrément. T'arrives au permis moto ? Avant même le permis moto, j'avais roulé, pareil, plein d'autres bécanes. Des scooters, tout ça, tu fais mobilette? Alors non, j'ai une haine vraiment véhémente contre les scooters. C'est-à-dire que je suis tombé en moto quelques fois dans ma vie, mais 2 fois principalement, 2 fois en scooter. Donc non, les scooters, pas du tout. Okay. J'essaie d'éviter. Non, à l'époque, 103 RCX de chez Peugeot, la Rolls de la mobilette. On était donc nous dans le Beaujolais, beaucoup de dénivelé, un peu de distance avec les copains. Donc en fait, la mobilette à 14 ans, c'était un indispensable si tu voulais pas. Alors, je faisais beaucoup de vélo, donc je pouvais continuer. Mais quand t'as 400 mètres de dénivelé à faire pour arriver chez le pote, arriver tout transpirant, c'est pas cool. Donc tu passes très vite à la mobilette. Voilà, dès 14 ans, j'ai passé mon BSR dès mes 14 ans, c'était indispensable. Et cette moto qui était un peu cool quand même parce que j'avais commencé à la préparer un petit peu. Alors mes parents étaient assez carrés là-dessus, ils voulaient que je porte le casque, je porte le blouson, que la moto ça pas trafiquer dans tous les sens, etc. Mais voilà les classiques, la petite ligne Polini au Ninja, je sais plus, la petite plaque phare, le vélo qui va bien, tous ces petits trucs qui font que t'as une moto qui est un peu personnelle. Donc tu as un attachement qui est quand même pas le même, et puis tu sens qu'elle commence à rouler un peu mieux, donc tu peux te permettre. Moi mon truc c'était, je partais de chez mon pote, je faisais pas le chemin le plus court pour rentrer chez moi, je faisais le meilleur chemin pour rentrer chez moi. Donc tu faisais 3 à 4 cols, tu avais fait 40 bornes pour un trajet qui en faisait 10, et t'arrivais, t'étais content quoi. Et il y avait déjà tu voyais ça comme un objet utilitaire pour te déplacer, mais il y avait déjà cette notion de plaisir. Ouais. Alors que c'est une 50 RCX, enfin, ça n'avance pas, tu pars un peu dans les descentes, mais tu as cette sensation de rouler, toute la visière. Et puis à un âge différent, donc tout est démultiplié plus jeune. Enfin, moi, je me rappelle de mon père, donc m'avait ramené une 103 SP, bleue, magnifique, qui ne roulait pas, qu'on a forcément classique. Bricolé et mis roulante, et j'ai pas eu tout de suite, moi, ce côté-là. En plus, moi, je l'ai eu au moment où c'était vraiment un peu le boom des scooters. Sauf que, voilà, on n'avait pas les moyens, et puis je pense que mes parents... non, pas les moyens, j'abuse. Je pense surtout que mes parents ne voulaient pas, parce que pour eux, ça allait plus vite, voilà. Et puis je pense que mon père, qui avait beaucoup roulé sur cette 103 SP, avait aussi envie qu'on la bricole ensemble et de me voir rouler dessus. Et ouais, au début, moi, j'avais juste le kiff de qu'elle roule, quoi, en fait. D'aller d'un point A à un point B. Alors après, c'est vrai qu'à un moment, je me rappelle quand je me faisais... j'arrivais toujours 10 minutes après les Typhoon, les premières Cagiva à vitesse et tout. Je me suis dit, bon, attends, on va regarder. Et je me rappelle, on avait essayé de bricoler avec un pote à moi, enfin, mon meilleur ami, qui se reconnaîtra s'il écoute. On avait monté un pot dessus. Fallait que j'appuie à fond. Ça avait une allonge. Ça commençait vraiment à pousser au bout de 5 km, je crois. Ça faisait un bruit pas possible. C'était assez rigolo. Mais c'était assez anticonformiste à l'époque de rouler en mob, parce que effectivement tu avais les 50 à boîte. Moi, tous mes potes ils roulaient en supermoto, derby, ce genre de choses, ou en scoot. On était très peu à rouler en mob finalement. Donc et puis c'était pas vraiment le truc des winners de rouler en mob, hein. Bah justement, tu vois, c'est drôle la vie, parce qu'aujourd'hui je trouve que tu vas sur le bon coin, tu vois des 103 SP remontés à 9 à des prix, mais ah oui, on aurait dû les garder, hein, celles de l'époque. Ah non, mais moi je me dis je pense qu'à l'époque où tu pouvais en acheter, alors c'était en francs, mais tu pouvais en acheter pour 100 francs, t'avais une mob qui roulait, quoi, une mobilette qui roulait, soit une moto bécane, soit une 103 SP, soit les et c'est vrai qu'aujourd'hui t'en vois des remontées. J'ai fait un podcast avec Bruno, donc de BS Motorcycle, qui est un garage spécialisé Harley à Brinda, et qui expliquait lui qu'il avait commencé le chopper sur des mobilettes, qu'il avait transformé ses mobilettes en chopper, qu'il y en avait quelques-unes qui étaient déjà un petit peu
lookés chopper avec des guidons un petit peu plus hauts. Ils avaient même mis des espèces de petites franges au bout, tu pouvais rajouter et tout. Et du coup, je suis retourné pour retrouver des images et je me suis dit, tiens, je vais aller voir si ça se vend encore. Et j'en ai vu à 4000 €. Et je pense qu'il y a un besoin de retour à la simplicité chez beaucoup de gens. Et effectivement, tu prends une 103 SP. Pour les gens qui vivent à Lyon, c'est adapté parce que ça consomme rien, c'est jamais en panne. Tous les matins, ça démarre. Tu peux l'acheter contre un arbre. Bon, bah, elle redémarre le lendemain aussi. Si tu Ça galères coûte vraiment, rien tu à peux l'assurer. pédaler. Oui, voilà, tu peux pédaler en plus. Enfin, je veux dire, oui, effectivement, c'est si ça coûtait pas si cher, ça serait une bonne opportunité de déplacement. Alors, avec toutes les normes anti-pollution, maintenant, je pense qu'on sera un peu border, mais ça a été produit jusqu'à vachement tard, la 103 SP, donc je pense qu'il y en a qui ont quand même des normes euro sur certaines. Donc non, les gens ont envie de ce retour à un truc plus simple, plus en direct avec la route et plus connecté. Puis qui redevient mode. À Et il y a un effet l'époque de mode, ouais, bien où sûr. j'ai l'impression qu'on a vécu la même chose. Mais du coup, moi, quand j'arrivais avec ma 103 SP bleue, j'étais loin de faire l'unanimité C'est sûr. sur le parking de la salle d'animation avec mes copains qui avaient garé, ouais, comme je te dis, j'en avais certains même qui avaient les premières un peu sportives 50 à vitesse, tu vois, qui étaient genre le Graal, quoi, tu vois, les derbies, comme tu disais, qui avaient des carénages typés GP, tu vois, un peu, tu vois, et avec même des autocollants, tu vois, je me rappelais un pote qui avait une Aprilia, enfin, on avait l'impression que c'était nous, avec notre regard, on se disait, mais C'est une moto de course. c'est une moto de course. Complètement. Voilà. Et c'est vrai que quand tu arrives à côté et que tu gardes ta 103 SP et que tu la mets sur la béquille centrale, bon, ça fait un peu moins, c'était autre chose. Mais au final, aujourd'hui, je vois même pas mal de rassemblements organisés autour de la mob. À Lyon, il y en a. Dans le sud de la France, il y en a énormément. Et finalement, tu vois, tous retournent. C'est un éternel recommencement, mais moi, c'est passé assez vite, vu que c'était pas trop la mode à l'époque. Je m'en suis assez vite séparé, enfin, dès que j'ai pu passer le permis gros cube. Et donc, avant ça, je m'étais mis, je roulais un peu moins en mob, parce que pareil, à partir de 18 ans, j'ai eu le permis auto. Donc la mob, quand t'as passé 18 ans, ça va un petit peu. Pareil, c'est pas vraiment dans la catégorie des winners, ceux qui roulent en mob à 18 ans. Donc je suis directement passé à la voiture. Par contre, j'avais réussi à récupérer une 125 YZ de cross de mon année de naissance. Donc trop bien, chez une dame chez laquelle je faisais de temps en temps un peu de taf, et tondre des pelouses, des machins comme ça. Et elle m'avait filé cette moto qui était dans un état super cool. La moto de son défunt mari, elle m'avait dit, bah voilà, prends-en soin. Et donc, à partir de ce moment-là, donc c'est ma deuxième expérience en moto. Donc, la première 125 TY, juste après 125 YZ. Donc, le gap est énorme, pareil, ça a beau être la même cylindrée, la YZ, beaucoup de puissance, moteur hyper pointu, très haute. Moi, j'avais, je sais pas, 15 ans quand on a récupéré cette moto. Mais on pratiquait à peu près les mêmes chemins qu'avec les TY. Enfin, en tout cas, ceux que moi je connaissais, où je savais que ça passait en moto. Et donc, à partir de là, on a commencé, alors pareil, à rebricoler un peu parce que c'est une 125 YZ. Donc, bah, toutes les 2 heures, c'est vidange. Il y a toujours un truc qui pète de toute façon. C'est des motos pointues. Donc, avec mon père, pareil, on avait commencé à rebosser cette moto. Et quand je suis parti faire mes études ensuite, je l'ai un peu abandonné. Mon père qui ne la roulait pas, voilà, il a démarré une fois par an, mettre un coup de kick histoire de voir, jusqu'à ce qu'elle démarre plus, il la laisse dans un coin. Et là, le projet pour 2024, c'est de réussir à remonter cette moto et pouvoir faire voilà, des petites courses, typiquement le Wheels and Waves, où moi je me déplace chaque année pour le boulot, mais aussi pour le plaisir. Réussir à faire le rallye du Wheels avec ça dans le sable, ça serait super cool. Donc Julien Frégier, je sais pas si tu vois qui c'est, Julien de Lyon. Oui. Qui l'a fait. Ouais. Mais il y a pas mal de Lyon. Hein. Souvent, on a une bonne équipe à partir entre Lyon, la Bourgogne, etc. On retrouve pas mal de monde là-bas. Et ouais, c'est un événement sur lequel il y a un vrai bon mood. Quelle année du coup ? 91. 91. Ouais. Donc c'est le modèle avec la fourche rouge, selle rouge. Alors elle est dégueulasse parce que forcément le guidon est plus d'origine, la moitié des plastiques sont pétés, la ligne d'échappement elle tient avec un énorme fil de fer. Mais moi, elle me fait rire. Ça n'a pas coûté énormément à la remettre en état. Avec les bases de mécanique que j'ai, on devrait s'en sortir un petit peu. Et ouais, puis ça fait un projet sympa. Redonner une seconde vie. C'est un autre axe de la moto encore qui, je trouve, revient. Et Thibaut, que tu connais, il a acheté c'est un 2,5 CR, je crois, qu'il a acheté, qui est un petit peu ancien.
ce week-end, non, le week-end dernier, pardon. Le week-end dernier, quand je suis monté à Paris enregistrer des podcasts, j'étais au garage donc de Good Kiss et de Andrea Coben, et là-bas, il y avait un pote à eux. Je sais pas s'il fait ça officiel ou non officiel, mais en tous les cas, qui lui, remonte des bécanes de cross. Et il y avait une bécane de cross qui devait être des années 95, un truc comme ça, qu'il avait toute remontée, qui était super belle. J'ai fait une story pour ceux qui l'auront vu sur Insta. Et qui lui fait ça, rachète des vieilles bécanes de cross, les remonte, les revend. Et où je trouve que les nouvelles bécanes de cross de chaque année, moi j'ai commencé avec la Piwi, donc même si j'en ai pas fait depuis très longtemps, et je vais bientôt refaire de l'enduro, ça va être assez rigolo avec Stéphane qui m'a invité sur un de ses stages. Mais j'ai toujours regardé, j'ai toujours continué à regarder parce que ça a toujours été quelque chose qui me plaisait. Là, je suis en contact, je vais pas l'annoncer avant, mais avec quelqu'un, un pilote qui est pas un pilote ultra connu, mais en tous les cas quelqu'un qui se démerde très bien, qui vient d'être champion de France dans une catégorie là tout juste, et avec qui je devrais enregistrer un épisode, donc ça sera assez cool. Mais je trouve qu'elles se ressemblent un peu, tu vois, et par contre, les anciennes bécanes de cross, du coup, reviennent à la mode. Et même si tu regardes Insta, qui est un peu aujourd'hui la bible d'images de tout ce qui se fait, voilà, surtout, mais quand on regarde dans la moto, on voit plein de comptes qui republient. Yamaha a sorti une moto anniversaire de leur 50e anniversaire en reprenant les couleurs de l'époque. Et je suis sûr qu'elle va super bien marcher. La couleur violette avec la selle violette. Ouais, et puis il y avait une vraie différence de style entre chaque bécane. Les mecs qui roulaient pour Suzuki, ils avaient un style Suzuki. Pour Yamaha, pareil. Après, toute l'épopée Honda avec les GP, les US et tout. Enfin, il y avait vraiment des teams et des identités propres en fonction des marques. Après, c'est avec revenir au cross. Moi, du coup, j'ai pas roulé pendant très longtemps. Revenir au cross avec 725 YZ, qui est bon, sans doute bien pour démarrer, mais plutôt en version 2024, parce que la technologie et tout ce qui s'est passé dans le monde du cross dernièrement a fait que les motos ont quand même vachement progressé, sont beaucoup plus simples. Moi, je pense que je vais me faire plus peur que plaisir avec la YZ, même si c'est pas des motos très puissantes, mais parce que c'est une moto qui a 30 ans, quoi. Ouais, c'est un peu la discussion que j'avais avec Steph et la discussion que j'ai eue avec Domis aussi, avec tu vois, toujours ce qu'on dit, le bon côté et le mauvais côté des nouvelles technologies. Il y en a certaines qui sont peut-être pas forcément toujours utiles, il y en a qui sont très utiles dans la moto routière, touring, tout ça. Et c'est vrai que tu as raison. Je trouve que dans le cross aussi, j'ai lu aussi, tu vois, je vais même des fois jusqu'à lire des essais, regarder quelle est la meilleure cross de l'année, pour quelle raison et tout. Et je me rappelle beaucoup avoir lu qu'elles sont plus simples à conduire. Elles vont être avec des réglages plus pointus pour des professionnels. Et pour des débutants, elles vont être plus simples à conduire du fait que, quand tu étais sur un 2 temps, par exemple, alors 4 temps, je moins regardé parce que je suis trop vieux pour le 4 temps. Mais sur le 2 temps, tu regardes sur même celles qui sortent encore aujourd'hui, ils t'expliquent que, t'as plus le coup de pied au cul que tu pouvais avoir. C'est ça, c'est plus facile, c'est plus souple, c'est moteur, tu peux rouler en 3 tout le long, même sur des 125, ça passe, quoi. Avec une 125 YZ de 91, tu es obligé de passer les vitesses, enfin, je suppose, je verrai mon niveau à ce moment-là, mais oui, ça fait partie du défi aussi. Okay. Et puis voilà, c'est les rallyes auxquels je me destine si je vais un peu plus dans cette pratique-là, ce sera plutôt les trucs vintage. Enfin, en tout cas, c'est l'ambiance qui me plaît. Et c'est là que t'as les mecs les plus mauvais qui viennent rouler. Donc c'est bien, je rentre dans la même équipe, c'est cool. Moi, c'est cool. En tous les cas, c'est un beau projet, je trouve. Et voilà, on te suivra là-dessus sur. Ouais, maintenant que j'ai annoncé, je peux plus reculer. Exactement. Hein, tu peux plus reculer. Et puis, on fera suivre aussi les évolutions de la moto. Je pense que t'en as pas mal qui vont kiffer voir cette moto. Et puis, qui sait, on viendra peut-être te voir. Enfin, je viendrai peut-être te voir. On va se recroiser là-bas, forcément. Rouler aux wheels si jamais tu le fais. Puisque du coup, j'ai 2-3 potes qui le font souvent, qui m'en parlent. Et du coup, voilà. On verra si Steph me remet vraiment le pied à l'étrier enduro, cross, tu vois. Peut-être que c'est un projet. Parce que ce qui est sympa, je trouve aussi là-dessus, c'est qu'on n'est pas sur des budgets. Même si demain, tu veux t'acheter une moto
pourrave ou peu importe l'état, pas forcément même roulante, la remonter, refaire un truc, on n'est pas sur les budgets. C'est ça qui est intéressant avec l'enduro et toute la tendance du trail qu'on a aujourd'hui, c'est que effectivement pour un budget de 1005, tu as un vieux XR, une Transalp, un truc comme ça que ouais, tu peux équiper un peu à ta façon et aller rouler. Alors effectivement, tu feras pas les terrains de cross, tu feras pas les franchissements de marge, des trucs comme ça, mais déjà de faire plaisir. Et je pense que bon, bah, toi comme moi, j'ai cru comprendre qu'on n'avait pas un niveau en off-road qui était hyper élevé. Donc en fait, on n'a pas besoin d'aller chercher de l'arme ultime pour gagner des dixièmes de seconde. On a juste cherché à pas tomber à tous les virages et juste ouais, à se faire plaisir. Donc, je pense que oui, pour nos niveaux, en tout cas, le off-road, c'est assez abordable. Tu peux te faire plaisir comme ça et même en cross. Enfin, effectivement, tu peux prendre une vieille Brel, une licence UFOLEP, ça coûte pas grand-chose et l'équipement un petit peu, parce que là, pour le coup, il faut pas trop rigoler. Donc, c'est un casque, des gants, des bottes, un pantalon, une dorsale. Mais bon, ça, à partir du moment où tu veux te mettre à la moto un peu sérieusement, la partie équipement, c'est obligatoire. Tu peux pas trop lésiner sur ce poste de dépense-là. Il y en a qui le font. Moi, j'ai encore mes deux bras, mes deux jambes. Je compte bien les garder, donc on va essayer de continuer comme ça. C'est bien. C'est un bon message pour nos auditeurs du podcast. Sur toi et la moto, un peu plus tard, du coup, permis moto, et après, elle continue à te suivre tout au long de ta vie, la moto? Exactement, le permis moto, je devais avoir une vingtaine d'années, je pense. J'ai pu me le payer avec les premiers tafs que j'ai fait, premier stage en agence de pub, ce genre de choses, où direct, j'ai acheté une moto. Rien à voir avec la pratique que j'ai aujourd'hui, j'ai acheté un 6,5 SV, donc semi-caréné, vraiment superbe comme première bécane, avec une petite ligne, enfin vraiment une bécane qui me plaisait. Moteur de la Bandit, hein, c'est ça? Non, moteur bicylindre, beaucoup plus. La Bandit, c'était un 4 cylindres qui était en ligne. Là, c'était bicylindre en V, si je me souviens bien. Ok, donc rien à voir. Vraiment péchu, bridé en 34 chevaux. Donc, l'avantage, c'est que sur un moteur un peu plus petit, un peu coupleux comme ça, en fait, elle résiste super bien au bridage. Et t'as vraiment une moto qui est dynamique, qui est cool à rouler. Avec ses demi-guidons, voilà, t'arrivais quand même à bien enchaîner les courbes. Et là, j'ai commencé à vraiment prendre du plaisir, mais dans un optique roadster. Les potes avec lesquels je roulais à l'époque, ils roulaient en roadster, ils roulaient en Z1000, en bandit justement, ce genre de brel-là. La moto à cette époque-là, c'est vraiment copain? C'est copain, c'est un peu utilitaire aussi, parce que si je me souviens bien, à l'époque, je fais encore mes études à Grenoble, encore pour un an. Je m'en sers pour rentrer de temps en temps sur Grenoble, faire l'aller-retour. J'avais pas de voiture à l'époque, donc juste en moto, ça me convenait pas mal. Mais je roulais pas tant que ça au final. On a fait quelques road trips avec des potes pour descendre dans le sud en vacances, parce que c'était sympa de se taper la route. On a la chance d'être dans une région où quand même on se fait 3 km de ville et on a des bornes et des bornes de virage, quelle que soit la direction dans laquelle on part. Ça, c'est quand même pratique. Et donc, régulièrement, ouais, on allait un peu dans le sud, ou se balader, ou même des après-midi, faire juste les débiles sur les routes du Beaujolais ou les monts du Lyonnais. Voilà, on se marrait bien. T'étais quel pilote là? T'as été un peu un pilote à casse-cou à un moment? Non, pas autant à ce moment-là, parce que l'appréhension, parce que pas le budget de casser ma moto tout seul aussi. Faire tomber une moto de cross, ça coûte rien. C'est un levier, un guidon à redresser, un sélecteur, des choses comme ça. Moi, si je faisais tomber la SV, donc c'était tout le bloc phare avant, plus carénage, des leviers, des machins, une ligne d'échappement, pas trop l'envie. Et puis je roulais pas avec des mecs qui étaient des tarés. Donc plus sur la sécurité. Par contre, quand on roulait longtemps. Enfin, on a fait on partait de Lyon, on arrivait le soir dans le sud de la France, au bord de la mer, mais on n'était pas passé du tout par la route la plus simple, quoi. On avait fait 4 cols. Pas l'autoroute. Pas l'autoroute. Puis de toute façon, en SV 34 chevaux, l'autoroute, ça va 5 minutes. Et moi, globalement, dans ma pratique de la moto, l'autoroute, jamais trop. J'ai jamais eu des motos. Pour le coup, je pense que la SV était la moto la plus adaptée à rouler sur autoroute, c'est te dire, dans toutes celles que j'ai eues. Et après, bon, plus rien qui est éligible sur l'autoroute. Aujourd'hui, je roule en vieille bonne ville à carbu, donc l'autoroute, c'est proscrit intégralement. Ok. Comment qu'est-ce que tu enchaînes? Comment tu te définis en tant que motard? Voilà, ça reste vraiment quelque chose de très présent. T'enchaînes les motos ou plutôt t'as des pauses? Non, moi, je garde mes véhicules. Des motos de route, j'en ai eu 2.
Tu fais donc partie de la même famille que Thibaut. Ouais. Et Thibaut, il change pas mal quand même. Il a toujours 2-3 petits trucs. Ah, je sais pas s'il revend. Peut-être qu'il a un garage avec 15 motos. Ok, c'est ça. Non, moi, j'ai pas la place ici. Donc, j'aurais bien aimé. Non, je crois qu'il a revendu 1 ou 2 motos. Ouais, mais c'est un enfer, ce gars. C'est un enfer. Je pars du principe que quand je fais un achat comme ça, qui est quand même un gros achat, je pèse tous les pour et les contre. Donc, la moto que j'achète, ça va être la bonne pour quelques années. Donc après ce SV, c'est le moment où j'avais fait la connaissance de Bac en fait. Donc je bossais en start-up, je suis allé démarcher, on a commencé à bosser ensemble en freelance et ensuite je suis devenu salarié de l'entreprise. Donc on est en 2015. Ouais, là on est en 2015-2016. J'ai acheté une bonne ville forcément parce qu'arrivé devant chez Bac où il y avait des Triumph, des Guzzi, vraiment préparé au millimètre, qui est juste trop belle. Déjà la SV devant ça fait moche. Et puis c'était plus ma culture de la moto. Je découvrais un univers pendant la grande période Café Racer où il y avait beaucoup d'événements, beaucoup de marques qui venaient faire des partenariats avec des créateurs de motos. Il y avait vraiment une grosse hype autour de cette culture-là et je rencontrais de plus en plus de gens avec qui j'échangeais qui me vendaient ça comme un lifestyle en fait qui me correspondait vachement. Et vachement plus, je pense, que la pratique roadster que je pouvais avoir si j'étais resté, j'avais pas découvert Bac. Je pense que l'étape d'après, j'aurais acheté effectivement un 4 cylindres japonais, j'aurais commencé à acheter une combi, un casque un peu plus sport et pour le coup, à commencer à me faire plaisir, à me faire peur sur route. Là, non, on était dans une démarche beaucoup plus cool. La création d'un objet aussi unique. Donc, il faisait un peu écho avec ce que j'avais pu faire sur la 103 SP, dans un style totalement différent. Mais voilà, il y avait cette envie d'avoir un véhicule un peu gratifiant, tu vois, un peu valorisant. Tu regardes, t'es là, ouais, ok, c'est cool, c'est pas que du plastique. Et donc, j'ai acheté une bonne ville, forcément. Sur les vieilles motos, ce que Harley a depuis tout le temps, je trouve, c'est qu'on s'arrête devant une vieille Triumph. Ouais, exactement. Et comme Harley ne l'a plus sur les nouvelles et Triumph, je trouve un peu moins aussi sur ce qu'il y a de plus récent, mais c'est vrai qu'une vieille Triumph Bonneville, pour en avoir vu pas mal, même conduit, ça reste des motos iconiques dont le personne de 30 ans, motard ou le papy de 70 ans va s'arrêter devant. Tu donnes va avoir des souvenirs, va avoir des choses. Une feuille, un crayon à un enfant, tu lui dis dessine-moi une moto, il dessine une Triumph Bonneville, il dessine 2 roues, un réservoir par-dessus, un guidon, un moteur comme ça. C'est une Bonneville, c'est une Harley. Effectivement, il va pas dessiner un GSX-R ou ce genre de choses. Et effectivement, tu as une espèce de code d'amour et ça renvoie à plein de souvenirs. Quand tu croises des gens dans la rue avec cette moto, ils te disent numéro 1, tu la vends jamais. Et numéro 2, bravo, elle est trop cool. Donc il y a ce côté gratifiant aussi de réussir à avoir fait une moto sympa parce que du coup cette Bonneville, travaillant chez Bac, je me voyais pas la garder, elle était pas tout à fait d'origine, elle avait été passée un peu chez Mecatwin, donc il y avait 2-3 pièces qui étaient sympas. Elle était belle, mais elle me correspondait pas à 100%. Je voulais faire d'autres choses avec et j'avais l'endroit rêvé pour le faire, donc avec la team des tout premiers de chez Bac, on a construit cette moto là. Donc plus grand chose d'origine. Mais par contre, j'ai pu choisir exactement ce que je voulais. Et aujourd'hui, ça fait 7 ans que je l'ai. J'ai toujours le même kiff. Tu la gares, tu fais les 3-4 pas. Tu l'achètes où, comment ? Je l'achète, je fais 600 bornes de camion aller, 600 bornes de camion retour pour aller la chercher quasiment 500 bornes dans le sud-ouest, perdu dans un coin. Le Bon Coin. Le Bon Coin, je suis arrivé, j'avais pas le chèque de banque parce que la banque avait fait n'importe quoi. Mais j'appelle le mec avant, il me dit non mais c'est cool, enfin ça va, on est en confiance. Et je suis reparti avec la moto, elle était pas payée, je l'ai payée en arrivant à Lyon quoi. Parce que forcément là-bas il n'y avait pas de réseau, donc pas moyen de se connecter à ta banque. Donc tu laisses une copie de ta carte d'identité, la promesse que tu vas le payer en rentrant dès que tu arrives à Lyon. Et ouais, super histoire. Et puis une fois que la prépa a été terminée, c'est une chance que t'as toi. J'aurais jamais eu moi. Ouais, mais tu le sens quand tu tombes sur quelqu'un qui va pas te la faire à l'envers. Et du coup, une fois que j'avais terminé la prépa, donc je sais pas, ça a pris quelques mois quand même. J'ai pas beaucoup roulé avec la moto dans la config dans laquelle j'ai acheté. Elle est très vite passée à l'atelier. Et une fois la prépa terminée, je lui ai renvoyé une photo au gars. Il m'a dit putain mais royal quoi. Enfin, trop bien. Lui, il reconnaissait plus du tout sa moto. Et effectivement, il y avait plus grand chose qu'on reconnaissait de sa moto, mais voilà. La partie cycle et tout, moteur.
Moteur, ouais, je sais pas si tu fais la liste complète, mais il y a une grosse prépa Mécatwin sur les carbus, ligne d'échappement, boîte à air. Mais elle était en bon état quand tu l'as acheté, toi? Ouais, franchement, elle était en bon état. Elle avait 15 000 bornes à peu près. Le mec la roulait régulièrement. C'était les petites routes de la RPI, donc parfait comme moto pour ça. Tu vois, avec un moteur super souple, moto tout en rondeur, tu roules sur le couple, t'as même pas besoin de changer de vitesse. Et elle a des petits pneus à crampons un peu sympas. Donc quand t'as des routes bien défoncées ou un bout de chemin, hop, tu peux aller dedans. Et moi, c'était déjà comme ça que je la voyais, cette moto, à ce moment-là. Pouvoir à tout moment, ah bah là le chemin il a l'air de rejoindre plus loin, ok, bon bah on passe par le chemin quoi. Donc là elle est montée en pneu crampon, gros guidon. J'ai réduit un peu la garde au sol parce que bon d'origine c'est un peu des merguez, hein, c'est pas hyper rigide, ça se tord un peu dans tous les sens. Donc j'ai fait préparer la fourche, les amortisseurs sont plus d'origine, il y a eu une grosse cure d'allègement sur la moto pour la rendre un peu plus dynamique. Donc c'est pas idéal pour l'off-road. Et là, je réfléchis à la mettre en vente en ce moment pour passer sur quelque chose qui soit plus dans un esprit trail, ou en tout cas qui permette plus de choses en off-road. Là où effectivement avec ma bonne ville, bon bah j'ai déjà fait des écoles de montagne pas bitumées quoi. Bon, ça passe très bien. Petite route dans le Beaujolais, des petits chemins comme ça, oui, faut pas que ça fasse trop mal au cœur les moments où t'entends que ça gratte derrière, que tu prends des pierres dans les échappements, voilà, Ouais, ça bah en arrive. plus, si c'est de la prépa et que c'est pas une moto fait pour. C'est pas une moto fait pour, mais j'aimais bien l'idée de me dire, j'ai un espèce de couteau suisse entre les mains qui fait un peu tout et qui me permet de moduler mon activité. Quand je pars, bah, je peux l'équiper un petit peu en valise, en truc comme ça. Donc, je peux partir et bivouaquer 2-3 nuits de suite. Et je suis pas obligé d'emprunter que de la route. Je peux très bien passer par les chemins. Et c'est ça que moi, j'aime en tout cas. Aujourd'hui, là, si tu changeais, tu partirais sur quoi? Je bosse pas mal avec Ducati en ce moment. Et c'est vrai que j'ai essayé beaucoup de Ducati. J'aime bien. J'avais failli avoir ça comme première moto, mais du coup ça avait été le SV. Et chez Ducati, donc dans les trails, ils ont sorti le DZRX qui est juste incroyable. Stéphane l'a élu trail de l'année. Ouais, mais ça m'étonne pas. Enfin, c'est vraiment pour un magazine, non, je me rappelle plus le nom, je vais pas dire de bêtises. Ah, peut-être Trail Adventure qui Ouais, font pas mal d'essais, de choses comme ça. Oui, il faisait partie du jury et c'était drôle parce que quand j'ai enregistré avec lui, j'ai regardé les quelques jours d'avant. J'en parle dans le podcast, un essai. Une personne qui était sur Paris, qui avait mis une ligne complète et tout, machin. Et j'ai trouvé cette moto incroyablement belle et c'est ce que je lui disais. Et elle m'a rappelé les motos du Dakar et il me dit, c'est drôle parce que c'est exactement un peu ce qu'il disait dans sa description, en tous les cas, à la fin de l'essai. Et ouais, je comprends. Ça a l'air d'être. Je l'ai pas conduit, donc je peux pas non plus, voilà. Mais ouais, elle a l'air d'être super. L'esthétique, c'est pas indifférent. Tout le monde dit que du bien. Moi, je l'ai roulé un peu. Alors... Et après Harley, pour info, ma marque. Oui, bien sûr. Mais j'ai découvert Harley aussi parce que je bosse un peu avec Harley. Et j'avais une 916 en poster dans ma chambre. Ouais, voilà. Classique. C'est des trucs, ouais, tout cet univers de marque chez Ducati est incroyable. Enfin, et puis il y a toutes les composantes. Bah, ils se sont mis au trail plus récemment que KTM ou d'autres marques comme ça. Mais c'est un pont quand même important. Ouais. De passer d'une bonne ville à carbu à un trail. Alors, ça sera peut-être pas un DZRX. J'avais beaucoup regardé les Desert Sled aussi. Donc, il y a un scrambler un peu amélioré qui correspond un peu plus à un esthétique rétro années 70 plutôt que les trails où là, on est sur une esthétique années 90 qui moi me parle un peu moins, mais puis le budget est pas le même. Et puis une moto plus simple aussi. Effectivement, le DZRX c'est comme les 890 Adventure, ce genre de bécane. C'est vraiment blindé d'électronique. Donc c'est bien parce que ça rend la pratique beaucoup plus confort, ça ouvre beaucoup plus de perspectives. Mais moi là je pars d'une moto qui a pas d'ABS, qui a pas d'anti-patinage, qui a vraiment rien. Je pense que le gap serait un peu trop élevé. Donc peut-être que le Desert Sled pour commencer serait pas mal, permettrait quand même de faire pas mal de off-road. Tu peux tout désactiver hein, sinon. On peut tout désactiver, mais pareil, j'ai pas les moyens de faire tomber une DZRX 4 fois par jour. Mais ouais, dans cet univers-là, chez Ducati, ça me plairait. Et après, avec, donc on reparlera du Green Rally, mais avec toute cette tendance du trail aujourd'hui, moi, je me vois pas avoir une moto qui peut pas prendre un bout de chemin de toute façon. Parce que j'ai un peu toujours eu ça et ça fait partie de ma pratique de la moto aujourd'hui. Donc quoi qu'il arrive. Avec en connaissant ton histoire, je comprends. Ouais, voilà. Donc je te croiserai pas en chopper.
J'ai découvert l'univers Harley. Franchement, c'est super intéressant. J'étais pas du tout habitué parce que je m'étais pas intéressé. Je connaissais personne dans cet univers-là. Et quand tu es dans les cafés racers, en fait, il n'y avait pas tant de Harley que ça. Il n'y avait pas vraiment d'affinité de marque. Bon, Triumph avait une grosse image dans ce secteur-là, mais voilà, tu pouvais rouler en Triumph sur n'importe quelle bécane. Et en fait, c'est des communautés qui sont assez peu croisées. Et j'ai découvert en commençant à bosser avec Harley Davidson là cette année. Et c'est top. Et juste l'expérience de conduite sur une Harley, ouais, ça vaut le coup d'être vécu dans une vie de motard. Tous ceux qui sont opposés à ça complètement, qui ouais, ça roule pas, c'est des motos de poseurs, etc. Rouler quand même une fois sur une Harley, voir l'expérience que c'est, quoi. C'est quand même top. Je pense que peut-être plus tard, là aujourd'hui ça correspond pas à mon besoin, et puis le trail chez Harley m'excite pas plus que ça. Je pense que c'est un peu ça dénote un peu au sein de la gamme. Et puis il y a plein de trails qui se font sur le marché qui, à mon avis, sont plus efficaces pour l'usage que j'en aurais. Ouais. Après, moi, je suis pas expert en trail, donc j'aime pas avancer des choses sur des domaines que je connais pas. Mais ce que je sais, c'est que si Harley n'avait pas évolué et n'était peut-être pas allé sur ce côté-là, on les aurait critiqués en leur disant qu'ils restent toujours sur ce qu'ils savent faire. Bien sûr, il y aurait toujours eu quelqu'un pour leur dire que ça avait fait mal, quoi qu'ils aient fait. Tu vois ce que je veux dire ? Et moi, je suis plutôt partie prenant de dire que on sait très bien que le numéro 1 reste l'AGS de chez BM, qui est la moto la plus vendue en France, malgré, je trouve, un prix des fois en termes d'options, d'esthétique, même si c'est subjectif, de plein de choses, pas toujours justifié par rapport à ce que d'autres peuvent faire, parce que j'ai essayé le trail de chez Harley, forcément. Mais j'ai aussi essayé une Multi Strada, j'ai aussi essayé d'autres trails et tout. Moi, je félicite Harley pour pas parce que je suis fan, hein, c'est n'importe quelle autre marque qui serait pas du tout dans ce domaine-là et qui lancerait une moto aboutie comme ils l'ont fait. Je félicite en tous les cas de l'avoir fait. Après, est-ce que ça va mettre Harley un pied dans le trail? Je pense pas, et je suis même pas sûr vraiment que c'était ça qu'ils voulaient faire parce que leur identité, leur ADN n'est pas là-dedans, mais au moins on pourra pas leur reprocher d'avoir travaillé quelque chose, d'être sorti de de ce qu'ils savent faire très bien. Ils ont clairement quitté leur zone de confort. Voilà. Je pense qu'il y a une clientèle Harley qui avait les moyens de rouler en trail, et quand t'es mordu Harley, c'est quand même très très particulier. Tout l'univers de marque, tu le vis quand même différemment que quand t'as la passion de Suzuki, je pense. Et je pense le fait qu'ils aient sorti un trail a convaincu pas mal de possesseurs de Harley, ou de mecs en tout cas qui baignaient dans cet univers, de se dire tiens, je prendrais peut-être une deuxième moto là. Donc j'ai mon Lowrider S dans le garage, je prendrais peut-être une Panamerica à côté, histoire de pouvoir goûter autre chose, avoir une autre vision de la moto et sans trahir mes valeurs. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais c'est ça. Et je pense que c'est là où ils ont été bons. Je sais pas quel était le réel objectif dès le départ. Est-ce qu'ils ont communiqué? Je pense que si jamais ça l'avait ouvert à que des utilisateurs trail, ils se seraient pas, ils auraient été contents. Oui. Voilà. Mais comme tu dis, je pense que c'était aussi ouvrir les portes, d'agrandir l'angle de vision de leur propre clientèle sur ce qui se fait aussi à côté, et dire on est aussi là, comme ils ont sorti aussi la moto, une moto électrique, 100% électrique. Enfin voilà, quand tu sais que le moteur Milwaukee, tu te dis on est quand même diamétralement opposés. Ça fait un gros delta, ouais. On est loin de. Ouais, c'est sûr. Voilà, ils ont quand même été obligés d'arrêter certains modèles puisque les normes Euro ne permettaient plus de faire rouler ces motos-là en Europe. Donc voilà, donc on pourra pas leur reprocher d'être sortis. Après, je suis d'accord avec toi sur l'identité et l'ancienneté et de certaines marques dans le trail. Harley est loin de cet univers-là. Je prends l'univers de BM, de Ducati, ou même de marques japonaises. Voilà. C'est pas leur identité première. C'est ça. Donc effectivement, la Bonneville, moi, ça m'a ouvert à cet univers Café Racer, et du coup, c'est au moment où j'ai commencé à collaborer avec BAC, donc je m'occupais de toute la partie
communication, marketing, relations publiques, images, social media, mais un peu le e-commerce, que c'est un bac, donc c'était un atelier de créateur pour ceux qui suivent pas forcément oui, c'est vrai. bac, donc ça a été fondé en 2012. Donc c'était un atelier de création moto, donc qui faisait à la fois des prépas sur base de motos neuves, Triumph, Guzzi, Royal Enfield, BM, toute la gamme 90. Et il faisait également de la pièce détachée, donc des garde-boue, des phares, des guidons, de l'échappement, de la sellerie. Ça a commencé tout petit. Moi, quand j'ai rejoint BAC, ils étaient 2. Donc c'était autour de 2015. Et c'est devenu un gros atelier. Moi, quand j'ai quitté la société en mars 2021, c'était 25 salariés entre Lyon et l'atelier de Los Angeles. Donc une belle pépite qui avait bien grandi depuis le moment où je suis arrivé. Donc moi, je gérais toute cette partie marketing. Et du coup, j'avais l'occasion de rencontrer des journalistes, des patrons de marque, des clients qui me transféraient cette vision-là. Et ça m'a un peu façonné dans ma façon de faire de la moto. Le fait de vouloir avoir le bel objet. Toute cette notion de vraiment de liberté de rouler en opposition à la performance. Vraiment, ça aussi, c'était important. Il y avait quelques motos performantes parce qu'on faisait vachement gaffe à toute la partie cycle, le freinage, etc. Parce que le boss de BAC avait fait un peu de piste pendant un temps, donc il avait quand même ça dans son ADN. Donc il voulait que ce soit des motos sécurisantes et qui puissent rouler. C'était des motos modernes, donc une moto moderne, je pense que tu roules des motos modernes régulièrement. Moi, j'en roule beaucoup. C'est sympa, ça freine, quand ça accélère, c'est souple, c'est autre chose que l'image qu'on peut se faire du café racer. Et c'était le parti pris de BAC, de pas faire du café racer sur de la vieille CX500 chez Honda, parce qu'effectivement, ça allait pas être des motos hyper sécurisantes, etc. Mais de faire des vraies motos neuves qui sortaient avec un logo BAC et qui avait été faite à la carte. Donc, le client choisit ses couleurs, choisit les pièces qu'il met, ou en tout cas choisit ça avec l'équipe. Et donc, on a vécu pendant 5-6 ans des expériences incroyables avec c'est de la prépa de luxe de moto, quoi, comparé avec Brabus, ce genre de choses. On peut comparer ça avec Brabus, avec AMG, avec ces marques-là, avec moins de liens avec un constructeur en particulier, parce que t'as AMG, ils sont hyper liés à Mercedes. Là, BAC travaillait sur 4 marques principalement, et il faisait de la pièce pour ces 4 marques, et il faisait aussi de la prépa, donc tu pouvais, toi propriétaire de Triumph Bonneville T120, t'arrives à l'atelier, tu leur donnais les clés, un chèque, et donc tu pouvais repartir sous 4-5 mois avec vraiment la bécane où on est allé dans le détail pour qu'elle te corresponde à ton usage, à ta culture, qu'on mette toutes les rêves qu'il y a dedans. Enfin, je sais pas si t'aimes le surf, tu as une déco qui évoque ça, et puis la surprise c'est que t'auras un rack pour mettre ton surf sur le côté, quoi. Voilà, plein de choses comme ça pour vraiment réussir à contenter le client. Et puis faire du Made in France, quoi. Enfin, c'était un rassemblement de mecs qui ont un peu de l'or dans les mains et qui font des selles, qui font de la chaudronnerie, qui font de la tôlerie dans le milieu de la moto. Donc super cool. Enfin, quand tu te lèves le matin, tu vas pas vendre des petites cuillères. C'est un peu excitant aussi. Dans un univers qui est top. Et dans un lieu incroyable. Dans un lieu incroyable. Donc au début, on était à Tassin-la-Demi-Lune dans un petit atelier sous-chauffé où on se partageait des bureaux, on bossait un peu à l'arrache. Mais il y avait quand même cet effet waouh. Enfin, les clients qui arrivaient. Donc on est parti de Tassin en 2019, il me semble. À l'époque, il n'y avait pas tant d'ateliers moto de prépa dans le monde de la café racer culture, en tout cas, qui avait comme ça plusieurs salariés, un site internet sur lequel tu pouvais acheter tes pièces, vraiment des gens dédiés au marketing sur chaque poste. Donc c'était un peu, nous quand on est dans des événements, on était parmi les plus gros exposants et ceux avec la renommée la plus importante. Effectivement, les clients qui venaient, l'atelier avait beau être, quand on le voit comparé à l'atelier que BAC peut avoir aujourd'hui, il était minuscule et ridicule en termes d'équipement. Mais il y avait ce côté, les gars arrivaient, il y avait une vraie ADN qui s'en dégageait. Et en 2019, donc BAC a emménagé dans des nouveaux locaux à Lyon 9e. On avait quadruplé, quintuplé la surface, recruté du monde, fait un nouveau site web. Ça s'est vraiment accéléré à ce moment-là. Nous, on s'est mis à se professionnaliser aussi dans la façon qu'on avait de communiquer et de vendre. Donc ça a été les premiers partenariats avec Royal Enfield notamment, avec une moto créée en collab, les premiers tournages de films aussi, où vraiment on a
On a bossé pendant ces années-là avec un réal qui s'appelle Aurélien Beau, qui était venu nous voir au début de l'histoire de Bac. Et en gros, il vient nous voir en nous disant bah voilà, moi je suis réal, je me lance, j'ai 2-3 idées, j'ai envie d'aller plus loin. Là, vous avez un super sujet, venez on bosse ensemble. Donc on a commencé à bosser ensemble un peu comme ça. Et après, ils nous ont emmenés sur les tournages juste incroyables, à faire rouler des bécanes sur une route en plein hiver avec de la neige, des sapins qui croulaient sous la neige des deux côtés. Et toi, t'es là derrière la caméra, t'es là, waouh, putain, ça va être mortel. Ça va être vraiment cool. Des tournages, on a fini à faire des plans. On était dans des avions parce que Aurélien avait un peu la gerbe en avion. Donc des tournages où on suivait la vie de 3 clients de la marque, et dont un qui était passionné d'avion. Et donc on va se retrouver à l'aérodrome de Bron et le mec nous dit bah ouais, on va prendre les 2 avions là, on va aller faire les plans en haut. Donc là le réal se décompose, il fait le premier tour, il dit en redescendant sur le tarmac, il nous dit non là moi je peux pas le faire, enfin j'ai quasiment pas filmé, donc tiens Julien, ça c'est la caméra, elle est réglée, vas-y monte. Et donc c'est ma première expérience de tenir une caméra, réussir à faire des plans à ce moment-là. Et aujourd'hui, c'était il y a 4-5 ans, un truc comme ça. Et aujourd'hui, du coup, c'est quelque chose que je fais quasiment au quotidien dans mon métier. Donc c'est cool. Ça m'a vraiment... Bac m'a vraiment permis d'avoir une vision 360 en fait du marketing dans le monde de la moto. C'est ça qui était intéressant dans le fait de travailler dans une petite boîte, mais qui doit quand même répondre à des problématiques d'une grosse société. Typiquement, passer des deals avec des constructeurs, faire ce genre de choses, avoir à développer un plan marketing, faire des investissements publicitaires, ce genre de choses, ça t'apprend à vraiment bosser tous les sujets. Et ça te donne des compétences qui aujourd'hui sont assez recherchées. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Je me suis toujours intéressé au marketing, à la communication et tout, mais toujours en autodidacte, moi, tu vois, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. J'ai un côté un peu artiste, j'ai toujours beaucoup dessiné, tu vois, les logos, j'ai toujours créé des trucs, même plus jeune, voilà, il fallait toujours que j'ai un logo, que j'ai un nom, des trucs de vidéos. J'ai regardé la dernière fois, tu vois, mes premières vidéos YouTube que j'ai fait de montage de moi et mes cousins au ski ou à la mer ou les trucs comme ça date, enfin, tu vois, les montages des vidéos datent de 2004, tu vois. Et je crois que je suis assez rapidement, peu de temps après le début de YouTube, quoi, tu vois, où je télécharge des premières vidéos qui ont été vues 7 fois par ma grand-mère, mon oncle, ma tante et mes parents, tu vois. Et c'est vrai que bon, c'est toujours un côté qui m'a plu et pour avoir pas mal échangé, en tous les cas, pas forcément sur le domaine de la moto, je pense que c'est un plus, ouais, d'avoir ce panel très large, c'est-à-dire savoir aussi manier une caméra, prendre des images, ça, ça te permet d'aller, de faire presque toute la boucle, quoi, tu vois, de le créer dans ta tête, de le penser, de le réfléchir, de le monter et puis en plus de le faire. Donc, d'exécuter. Moi aujourd'hui, ouais. c'est ce que je propose à mes clients. Ça va de la conception de la stratégie marketing, de la compréhension de toutes les problématiques que la boîte a et comment est-ce qu'on va les régler, comment est-ce qu'on met en place des objectifs, jusqu'à l'exécution, mais jusqu'à poster sur les réseaux sociaux pour eux. Donc pour eux, c'est intéressant dans le sens où ils ont affaire à quelqu'un qui a une expertise dans le monde de la moto, parce qu'aujourd'hui, ça fait presque 10 ans que j'évolue dans ce milieu-là. Et puis, à avoir un prestataire unique. On n'a pas besoin d'aller chercher un graphiste, un DA, un vidéaste, un mec qui va pouvoir faire la diffusion des contenus, un mec qui va écrire des messages, un concepteur-rédacteur. Bon, bah, t'as une seule personne qui va pouvoir t'apporter tout ça. Donc, il y a beaucoup de sociétés qui sont pas forcément des grosses boîtes, en fait, qui évoluent dans le monde de la moto, qui vont pouvoir profiter de ça pour se professionnaliser vachement dans leur approche marketing, en n'ayant pas à dépenser des budgets de 200 000 euros à l'année juste pour mettre en place quelque chose qui va semi-marcher, parce que si c'est fait si tu prends 5 agences, ça coûte un peu des ronds, quoi. Donc, toi, t'es solo là-dessus aujourd'hui ? Ouais, je suis solo, j'arrive à bosser un peu avec un réseau de freelance autour de moi, là où j'ai pas des compétences. Typiquement en référencement naturel, quand j'ai des clients qui ont des besoins, moi c'est pas ma spécialité, je sais en faire, mais pour quelqu'un qui partirait vraiment de très bas et qui a envie de gagner un petit peu, moi c'est pas l'idée. J'ai envie, quand je fais quelque chose, que ce soit assez efficace. Donc là je fais appel à un réseau de freelance que j'ai, des amis ou des contacts pro. Il y a ce qu'il faut autour sur Lyon, et surtout dans le monde de la moto, enfin il y a pas mal d'indépendants, mais sinon ouais, je drive mon activité en freelance, ouais.
Tu démarches du coup les clients, toi, ça marche beaucoup par bouche à oreille, tu as des références qui se retrouvent facilement, je sais pas, via les réseaux, via... Uniquement par mon réseau. Moi, j'ai toujours eu un peu cet esprit entrepreneur. Pendant mes études, j'avais monté une boîte en fait pour pouvoir faire du conseil comme ça et faire du graphisme surtout. Donc ma première année d'études, pour répondre à des demandes que j'avais, on me demandait machin, tu peux pas me faire un logo, une affiche pour tel truc. J'étais là, oui, je peux te le faire, mais tu peux payer aussi. Donc je monte une société et c'est la société que j'ai toujours aujourd'hui. Donc elle a été montée en 2012. Donc ça va faire 11 ans. Je l'avais un petit peu mis en sommeil pendant bac parce qu'il y avait vraiment des besoins, on se déplaçait beaucoup, on bossait beaucoup, donc j'avais pas le temps de me concentrer sur autre chose. Et donc ça fait là 2 ans que j'ai repris repris cette société à temps plein. J'ai une autre boîte à côté avec un ancien de chez Bac d'ailleurs, mais rien à voir dans l'objet décoration. Et donc cette activité de conseil, ouais, je l'ai repris il y a 2 ans. Et tout s'est fait quasiment que par réseau et avec des connaissances. Et donc j'ai pas de démarchage à faire, ce qui m'arrange parce que c'est plutôt la partie sur laquelle je suis mauvais. J'aime bien exécuter, réfléchir à des plans, des choses comme ça, mais aller démarcher, c'est pas mon truc. Côté commercial, c'est moins... Le côté commercial, c'est pas ça. Donc l'avantage, c'est que le milieu de la moto, c'est un petit milieu. On commence vite à connaître tout le monde. Et aujourd'hui, j'ai un site internet sur lequel j'ai mes références, mais voilà, tout se fait plutôt par le bouche à oreille parce qu'on connaît un tel et voilà. Donc j'arrive à bosser autant pour des concessionnaires, des marques de fringues dans le monde de la moto, des marques et forcément le Green Rally dont on va parler. La plus-value pour eux, c'est quoi? C'est que tu vas être moins cher, je veux pas dire beaucoup moins cher parce que après on va se dire oula, moins cher qu'une agence par exemple. Moins cher qu'une agence, c'est sûr, parce que j'ai pas le même niveau de charge. Là, t'es dans mes bureaux, là-bas, t'es dans mon salon. Donc déjà, ça coûte moins cher. Ça va être aussi la facilité. Moi, pour avoir bossé chez Bac, en fait, j'ai appris à ne pas devenir comment dire ça, ne pas devenir un frein dans la construction de la stratégie. En fait, il faut pas que tu aies besoin de passer 4 heures par jour avec les gens avec lesquels tu travailles pour construire une stratégie marketing qui soit correcte. Il faut que tu puisses faire preuve d'autonomie, que tu te démerdes et que tu sois créatif pour trouver les petits trucs sur lesquels on va pouvoir jouer, qui vont coûter zéro et qui vont qui vont péter. Ça, c'est en connaissant parfaitement ton secteur d'activité qui arrive. Donc c'est l'intérêt de bosser dans la moto et avoir cette vision globale en fait de toutes les petites composantes de ton mix marketing permet de choisir où est-ce que tu vas appuyer en fonction du besoin du client. Si on est sur quelqu'un qui a vraiment besoin de notoriété pour se faire connaître parce qu'il vient de s'installer à tel endroit, on va pas choisir les mêmes outils que quelqu'un qui a besoin de performer parce qu'ils ont un nouveau service qui ouvre dans telle concession, quoi. On est d'accord que sur la globalité aujourd'hui du milieu des 2 roues, ils ont carrément pris enfin je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais en tous les cas ils ont carrément pris le virage du marketing et moi je trouve que je te parlais d'Insta tout à l'heure comme bibliothèque, je scrolle à certains moments de vie où t'as pas grand chose à faire et je trouve que ce soit une marque très connue de par une concession ou même des fois l'entité France, on va dire, ou même hier je suis encore tombé sur des Japs qui ont un garage de prépa plus je pense style bac de Tassin que style bac de Vest, tu vois, et qui faisaient des vidéos mais incroyables, franchement trop stylé et je trouve que en tous les cas, le milieu du 2 roues a pris quand même ce virage. Ouais, ça s'est bien professionnalisé. Maintenant, ils rechignent moins à mettre les moyens. Ils ont compris que en fait, ça coûtait cher de mobiliser des créateurs de contenu, des vidéastes, d'orchestrer une stratégie marketing globale. Moi, je le vois assez bien parce qu'en fait, les marques pour lesquelles je travaille, je suis en contact et je reçois les plans marketing des directions France, j'ai accès à tous les outils. Donc, c'est assez riche de pouvoir se nourrir de ça, de voir comment Ducati met en place son plan marketing pour tel événement, voir comment KTM organise son année en fonction des temps forts de la production qu'ils vont avoir, quels outils, quels leviers ils utilisent. Ça, c'est intéressant.
Je connais moins le marketing dans l'univers de la voiture, alors que je suis vraiment un gros passionné de voiture. Les gens à qui j'en parle dans l'univers de la voiture me disent ouais, il y a quand même le monde de la moto, vous avez quand même un peu de retard par rapport à la voiture. Et ce qui s'explique par les volumes de vente, tout simplement. Enfin, ça correspond à beaucoup moins de gens, donc les sociétés sont moins grandes. On est 2,5 millions, je crois, de motards en France, sur 70 millions de personnes, où ils ont pratiquement tous une voiture. Voilà. Donc, il y a beau avoir des marques qui font partie de grands groupes. Voilà, aujourd'hui, Ducati, ça fait partie du groupe Volkswagen. Donc, tu as un attirail marketing qui est différent de ce que j'ai pu connaître chez BAC, par exemple. Mais c'est intéressant de pouvoir se nourrir de ça, voir comment chacun fonctionne et voir selon la spécificité des marques. Parce qu'effectivement, entre KTM et Harley, il y a un gap qui est énorme en termes de cible, en termes de messages, en termes d'action marketing et même en termes d'image et de ce que le public attend de toi qu'on produise. Donc ouais, c'est intéressant et c'est un milieu qui commence à vraiment se dynamiser là-dessus. Pour comprendre aujourd'hui, donc tu nous disais que tu travaillais avec Harley ou Ducati, KTM? Les trois. Ok. Pour comprendre vraiment, donc on vient de chercher aujourd'hui, c'est pour des événements, c'est pour une campagne de pub, c'est pour. Ça va être. Alors, on rentre un peu dans le technique, mais ça va être soit pour du retailing, donc des contrats mensuels je vais te gérer tout ton social media, c'est moi qui vais faire le contenu, qui vais rédiger les messages, qui vais faire la diffusion. Ça peut être ça peut être pour des besoins vraiment ponctuels de type bah voilà, on a ouvert un showroom, faut refaire toute la PLV, est-ce que c'est dans tes cordes? Oui, bon bah boum, on refait de la PLV. Ça peut être pour voilà, KTM a subi un incendie il y a quelques semaines de ça, qui était vraiment désastreux. Aujourd'hui, ils ont besoin de rebondir, de communiquer sur le fait qu'ils vont bientôt avoir une nouvelle adresse. Je peux pas te l'annoncer là parce que l'adresse n'est pas encore fixée, ça leur a fait plaisir. Et KTM Lyon, voilà, va se relocaliser dans un nouvel atelier. Donc comment est-ce qu'on fait moto? Ouais, de toute façon, le garage, enfin la concession, c'est un cabriolet, là, il n'y a plus rien, ça va prendre 2 ans à être reconstruit, donc ça va être assez long. Donc il faut que pour redémarrer l'activité, qu'ils trouvent un nouveau local, qu'ils communiquent sur le fait qu'ils ont déplacé l'activité, qu'ils s'organisent quelque chose. Moi, mon métier, là, ça va être de tout poser à plat, de prendre les éléments. C'est une marque que je connais bien. Comment est-ce qu'on fait? Quel levier on active pour faire en sorte que notre clientèle, nos prospects, tout le monde sache qu'on est là-bas? Comment est-ce qu'on fait pour les faire venir et comment est-ce qu'on fait pour les convertir. Donc c'est ces 3 aspects qu'on va travailler avec différentes techniques. Donc ça va être la relation presse, du social media, ce genre de choses-là. Quand tu es là-dessus, par exemple, parce que là c'est une action qui est très large, qui du coup, est-ce que c'est quelque chose, un contrat sur une durée? Est-ce que c'est... Non, ça va être vraiment en fonction du client. Ça peut être autant du one-shot que des contrats à l'année. Ça dépend. J'essaie de travailler avec peu de clients, non, c'est un grand mot, c'est pas mal de clients, mais des gens avec lesquels je vais pouvoir leur consacrer du temps, en fait, pour qu'on fasse les choses bien et qu'on bosse en confiance. KTM, c'est eux qui sont venus te voir? Ouais. Par le fait qu'ils connaissaient ton travail Par le biais de leur distributeur on leur a parlé de mon profil. Eux souhaitaient se séparer d'un freelance avec lequel ils bossaient qui répondait pas à tous leurs besoins. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à bosser avec ce distributeur. Aujourd'hui, toute cette activité-là, ces différents acteurs que tu as, te permet largement de répondre aux besoins que tu as. Oui, tu vis aujourd'hui ton activité c'est mon activité à 100%. L'autre société que j'ai est en train de on va sûrement la fermer parce que ça prend beaucoup de temps, mine de rien. Quand t'as plus le temps de te consacrer à fond sur un projet, c'est le meilleur moyen de pas y arriver. C'est des objets en métal? Ouais, c'est dans le monde de la photo Polaroid, donc on avait lancé des cadres pour photo Polaroid et Instax. Mais c'est en métal, effectivement. T'en as un derrière là-bas si tu veux jeter un œil. Mais pareil, ça m'a pas mal nourri parce que le fait de pouvoir monter une boîte de A à Z, tout ça, c'est une expérience qui est pas terminée, mais qui va sûrement être ralentie un petit peu. Ça m'a permis de voir une facette de l'entrepreneuriat que j'avais pas encore vue, même si aujourd'hui je suis entrepreneur, je suis freelance, donc on n'a pas les mêmes besoins en termes de gestion comptable, de finance, même de marketing, de commercial. Ça m'a permis de découvrir ça, découvrir tous les challenges et les angoisses de l'entrepreneur aussi. Parce que jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu trop à traverser ça.
Et ça m'a fait découvrir la photo Polaroid, donc qui a nourri ma culture photo, parce qu'aujourd'hui je fais pas mal de photos et de vidéos. J'ai toujours été super intéressé par ça. La photo instantanée, donc Polaroid et Instax, pareil, ça a nourri un peu ma culture visuelle et ça m'a ouvert des trucs que je connaissais pas du tout, plein de techniques. Grâce à cette boîte, maintenant à chaque fois que je pars en shooting, je pars en shooting ce soir, je prends mon petit Polaroid avec moi pour sur le shoot pouvoir faire 2-3 trucs et c'est toujours cool d'avoir ça. Donc voilà, j'essaie de me nourrir de plein d'expériences comme ça pour être plus efficace derrière pour mes clients et même moi pour en sortir grandi. Ouais, j'espère. Continuer à te former, continuer à progresser, continuer à... Ok, super. Non, mais c'est intéressant. C'est vrai que c'est un autre côté qu'on n'a pas du tout vu, enfin que j'ai pas du tout mis en avant de par les différents épisodes. On était beaucoup dans la moto, on va dire. Dealer de Wheels a pour but de se diversifier autour de tout ce qu'il y a autour de la moto. La communication, le marketing en font partie. Et tu vois, moi j'avais quand même une image comme quoi, alors c'est sûr, évidemment que les budgets sont, on sait que la voiture est largement un cran au-dessus, mais en termes d'utilisateurs, c'est aussi normal. Donc forcément, les budgets seront pas les mêmes. Mais malgré tout, je trouve qu'il y a quand même une progression qui se fait. Enfin, moi, qui aime bien observer, qui aime bien regarder, qui va aussi voir derrière juste la petite vidéo de 10 secondes, la qualité qu'il peut y avoir sur les images, sur les plans, sur réfléchir un peu à tout ça, parce que c'est des choses qui me plaisent. Et je trouve que ça s'améliore. Donc, je pense que tu es un acteur, et quand on suit ton parcours, il y a une logique aussi à tout ça. Et je pense que ça t'apporte sûrement ce plus que tu as aujourd'hui. Quand tu es consommateur des contenus que tu es censé toi produire, parce que moi je suis consommateur de contenu de marques, de créateurs de contenu sur YouTube, sur Instagram, spécialisés dans le monde de la moto, quand tu prends ta casquette de professionnel et que tu te mets en tête de produire ces contenus qui vont plaire à une cible, et en fait, les réflexes, ils viennent beaucoup plus rapidement. Tu sais ce qui va intéresser, tu sais ce que le mec va avoir envie de voir. Tu sais, comment réussir à capter ton audience et tu te mets dans sa peau, tu te dis, qu'est-ce qui le ferait rêver là? Est-ce que c'est faire une photo de cette moto sur un parking ou est-ce que c'est de faire une vidéo un peu crade d'un mec qui passe en wheeling en fait? Bon, c'est la deuxième. Bon, ok, mec, vas-y, passe en wheeling, ça va plus vite. Donc, c'est tous ces petits trucs, en respectant bien sûr les guidelines de la marque et parce que ça reste cadré, c'est un univers, que ce soit KTM, Harley, Suzuki, c'est des marques qui ont quand même des guidelines, faut pas sortir trop du cadre, mais on peut apporter un peu de piment et se faire plaisir. Et puis, encore une fois, tu vends pas des petites cuillères, donc c'est un peu plus cool. C'est sûr. Tu vois, je t'avais dit hors tension, trop chaud, mine de rien, elle a quand même eu trop chaud. Pourtant, on est en chemise, on est bien. Ouais, c'est comme ça. Quoi, ça supporte rien. C'est la GoPro, je pense, qui a plus des soucis. Pour basculer, du coup, on s'est écrit aussi, on s'était déjà croisés, mais on s'est réécrit aussi, parce qu'un jour, toujours dans mes moments de squattage d'Instagram, parce qu'on dit, enfin, je dis que tout est bien, mais il y a aussi des gros événements, des gros trucs, des fois je trouve qu'ils ont des coms dégueulasses, faut pas se le cacher non plus, qui sont sûrement des personnes qui n'ont pas envie de mettre des moyens là-dedans. Sans doute. Je vois passer un moment des vidéos pour un événement moto. Tout de suite j'identifie ce que c'est, tout de suite j'identifie que c'est quelque chose de nouveau, et je trouve les vidéos et la communication plutôt cool, et c'est le Green Rally. Exactement. Et je me rends compte, du coup, en écrivant donc sur l'Insta du Green Rally, que derrière, c'est toi, qui est de Lyon et qui gère cette partie-là. Donc, tu m'expliques qu'il y a des créateurs de l'événement, enfin, tu travailles pour eux en direct avec eux. Et ce qui nous rassemble aussi aujourd'hui, je trouve que c'est cool de prendre encore un petit peu. Donc, ça fait un petit moment qu'on parle, mais on va prendre un petit temps, quelques minutes pour parler de ça. Ouais, bien sûr. Donc, pour que tu nous expliques qu'est-ce que le Green Rally et d'où c'est parti, comment ça s'est créé et qu'est-ce qui va se passer, surtout sur cet événement. Julien, vous pouvez le retrouver, donc je vous mettrai tous les liens. Également le voir physiquement sur Lyon, du coup, parce qu'il est de Lyon aussi. L'inviter à boire une bière à Cargo, ça sera assez facile de le retrouver là-bas. Merci beaucoup, Julien. Merci, Martin. À très bientôt. Bonne continuation. Merci à toi. Salut.